RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans votre émission Full Santé Mentale, nouveau numéro, l'émission qui détricote les préjugés et démonte les tabous sur la santé mentale. Bienvenue à vous qui nous rejoignez et bienvenue aussi à Marie-Paul Pierrel qui est avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous Marie-Paul ? Parfait. Bon, bonjour, toujours content de vous avoir en studio avec moi. C'est toujours un plaisir. Même chose pour moi. Bon, ça me fait plaisir. Alors ça me touche. Il y a aussi Basile qui est avec nous. Bonjour Basile. Bonjour Thomas. Et puis il y a aussi Pauline. Ça va Pauline ? Ça va très bien, merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous dans ce studio le docteur Grégory Gross du centre expert des troubles bipolaires du centre psychothérapique de Nancy. Bonjour docteur. Bonjour. Et avec nous également Dominique. Bonjour Dominique, Thomas. Vous êtes usagère d'Espoir 54. Oui, tout à fait. Et en ligne avec nous Alexis, qui est également je crois usager de Espoir 54. Non. Non, pas du tout, je me trompe. Bonjour Alexis déjà. Bonjour. Et alors, présentez-vous en un mot, tiens Alexis. Eh bien, en un mot, je suis un stagiaire ingénieur, futur ingénieur d'ici la fin de l'année. Très Et bien. voilà, je suis membre de l'association Bipolaire, si tu savais. Voilà, on Parfait. est très content de l'avoir avec nous. Et ben voilà, absolument, on est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission. Alors, le sujet de l'émission, la thématique de l'émission aujourd'hui, on va parler donc des troubles bipolaires. Voilà, c'est un trouble qui est, je crois, encore assez peu connu, ou sur lequel il y a énormément de préjugés. Et je crois que le but aujourd'hui, c'est d'être encore une fois de les exposer et de les démonter tous ensemble. Basile, comme à chaque fois, quand on démarre cette émission, on est allé dans la rue, on a posé des questions. Je t'écoute. C'est quoi la première question que t'as posée dans la rue ? Alors, première question qu'on a posée avec Roman, c'est est-ce que vous avez déjà entendu parler des troubles bipolaires et si oui, où ? Oui, dans la presse, dans la radio, à la télé, oui, c'est ce qu'on appelait autrefois maniaco-dépressif, oui, voilà. Cyclotimique, maniaco-dépressif, oui, c'est ça. Alors j'ai entendu ça parfois pour des collègues qui souffraient de ça. J'ai eu un ami, collègue, enseignant, et ça n'avait pas été très bien diagnostiqué. C'est ancien, hein, je vous parle de ça, c'est ancien. Donc ça m'a intéressé longtemps ça, parce que j'aimais beaucoup ce monsieur, qui était un personnage avec le cœur sur la main, qui était, voilà, mais qui avait un comportement qui oscillait comme ça, voilà. Donc j'ai lu des trucs, et puis après, bon, c'est vrai que ça a commencé à être médiatisé aussi, parce que il y a des personnalités qui souffrent de ça, et qui le disent, bon, voilà, ça... Voilà, je sais qu'il y a des actrices américaines, des choses comme ça, voilà. Moi sur YouTube, il y a une youtubeuse que je suis qui le dit ouvertement qu'elle est bipolaire, même si c'est pas son sujet principal. Si, c'est Victoria Charlton. Un peu entendu comme ça de manière générale, avec la culture générale, mais pas spécifiquement dans des émissions et quoi. Dans le cadre familial, ma mère, on en a déjà parlé. Oui, à l'école. Collège, lycée, tout ça quoi. C'était dans le cadre, je crois que c'était l'infirmière scolaire qui nous en avait parlé. Au collège, ouais c'est ça, ouais. Moi, pas à l'école, mais à la télé ou à la radio. Ouais, des émissions qui parlaient du trouble de bipolaire. Oui, dans le cadre de ma formation, je suis ergothérapeute. Par une amie. Non, c'est une amie qui m'a dit que sa fille était bipolaire. Entre amis, éventuellement à la radio, mais j'ai pas de souvenir précis. Il y a plein d'endroits différents où on en a entendu parler, alors ça peut être vague ou alors plus précis, comme cette actrice ou youtubeuse, notamment américaine. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Basile ? Ce qui est intéressant déjà, c'est que tout le monde semble déjà connaître la notion, ou au moins le terme trouble bipolaire. Donc, comme vous l'avez dit, on entend parler dans différents cadres, la presse, la télé, la radio. Ce qu'on a retenu avec Roman de ces interviews, c'est notamment le jeune qui nous a dit qu'il en avait déjà entendu parler à l'école, par l'infirmière scolaire. Ça nous semblait intéressant, parce que je pense pas que ça se fait dans toutes les écoles, et on l'a déjà dit dans cette émission, hein, c'est important de sensibiliser, de déstigmatiser un peu et vulgariser toute notion autour de la santé mentale et des troubles psychiques, et notamment du coup sur les troubles bipolaires. Ça permet aux jeunes générations de pas avoir de préconçus, de fausses idées sur ces notions. Le cadre familial aussi, on a entendu, hein ? Oui, le cadre familial. Pareil, ça peut être un peu surprenant. J'avais pas l'impression que c'était un endroit où spécialement on parlait de ce type de trouble entre guillemets. Mais c'est vrai, c'est intéressant pour le coup. Quand le trouble apparaît dans la famille, si. Oui, c'est ça, quand le trouble apparaît dans la famille, mais c'est vrai que plus généralement, c'est vrai que si on met ça en balance avec le cadre scolaire, par exemple, c'est pareil, on se dit tiens, c'est étonnant, c'est pas des cadres où on a l'habitude d'entendre qu'on parle de ces sujets-là.
Pourtant, c'est très bien. Basile, la deuxième question que tu as posée dans la rue. Alors, deuxième question, pour vous, comment se manifestent les troubles bipolaires et quels sont les symptômes et signes ? C'est un changement d'émotion. C'est pas un changement où à un moment donné on peut être heureux ou content et puis d'une seconde à l'autre on peut changer totalement et devenir triste ou en colère. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que ouais, c'est pareil. On peut passer de normal à complètement dépressif ou hystérique. Je pense que ça crée des déséquilibres. Parfois, c'est des gens qui sont comme vous et moi, et puis parfois, ils sont complètement disjonctés, je pense. Changement d'humeur brusque, je pense. C'est surtout ça qui me vient à l'idée. Des phases d'euphorie et de dépression. C'est l'humeur qui change un peu n'importe quand. Je sais pas trop, mais c'est un changement d'humeur rapide, non ? Ouais, je sais pas trop. Ouais, je dirais un peu la même chose. D'un coup, on va penser d'une certaine façon, on va aller manger, et là, juste après le repas, on est totalement dans un esprit différent. Pour moi, ce sont des gens qui ont des états d'humeur qui peuvent varier très rapidement. Où ça peut être de la dépression à la joie un peu exacerbée. Voilà. Je pense que c'est d'alternance de phases de dépression et puis de phases plus actives, plus d'exaltation, d'agitation et qui peuvent pousser à faire avoir un comportement qu'on n'aurait pas autrement, quoi. C'est ça. Alors une version simple, une variation de l'humeur entre des états dépressifs et des états maniaques, euphoriques. Alors là, on a entendu plein de choses. Ouais, c'est ça. J'ai vu le docteur Grégory Gross qui a eu quelques sourires et puis peut-être aussi quelques réactions, se dire quand même. Qu'est-ce que tu pourrais en ajouter, Basile? C'est ça, il y a plein de choses qui se rejoignent. On entend beaucoup de choses, des changements d'humeur, d'émotion, phase maniaque, euphorie, dépression, hystérie. On a entendu aussi colère. Voilà, on va pouvoir déconstruire tout ça avec notre invité du jour. Faudra mettre notamment le point sur comprendre un peu ces alternances de changements d'humeur et de comprendre quelle est la temporalité aussi dans ces changements d'humeur, parce que beaucoup ont dit des changements rapides d'humeur. Ouais. Donc voilà, va falloir définir tout ça. Et peut-être parler un peu des causes aussi et comment ces phases peuvent être atténuées peut-être aussi. Et juste un chiffre pour nos auditeurs, selon différentes études, on considère entre 1 à 2,5% de personnes qui sont touchées par un trouble bipolaire. En France, dans le monde ? Dans le monde. Dans le monde. Troisième question que tu as posée dans la rue. Alors troisième question, pour vous, comment et pourquoi risque-t-on de développer ce trouble ? Donc facteur déclencheur, et du coup on a posé une double question, pensez-vous que ça pourrait vous arriver ? Je pense en facteur déclencheur, il y a des fois l'éducation que les parents apportent. Parce que je suis en sciences de l'éducation et qu'on voit ça. Okay. Et que des fois il y a des facteurs et des choses qui sont faites pendant l'enfance qui déclenchent des troubles bien plus tard. Alors, dans les facteurs, je les connais pas tous, mais qu'on remonte un petit peu. Il y a des facteurs environnementaux, bien évidemment, après lesquels je pourrais pas vous les citer. C'est pas je travaille pas actuellement là-dedans, mais après... Il y a des facteurs génétiques, il me semble qu'il y a des prédispositions quand même physiologiques, mais voilà. Vous savez dans quelle proportion, ça je serais incapable. Je pense qu'il y a une partie génétique, mais je pense qu'il y a aussi une partie quand on est plus jeune aussi qui doit beaucoup... Qui joue dans l'enfance, je pense. Qui doit jouer. Ouais, génétique ou facteur émotionnel. Je pense qu'on est un peu avec. Je sais que c'est génétique, je crois, la bipolarité. Ouais. On peut peut-être le développer avec un gros trauma. Ouais. Je sais pas, la perte de quelqu'un ou... Ouais. Maintenant que j'ai 62 ans, je me dis que je suis peut-être passé au travers. À l'âge que j'ai maintenant, je me dis c'est bon, cette dépression elle a eu lieu il y a 40 ans, je suis sorti du truc, j'en ai parfait, j'ai des garde-fous, j'ai été très bien soigné, très bien accompagné, j'ai trouvé les bonnes personnes au bon moment. Mais je me dis, enfant, il y avait déjà des signes que personne n'a vus, quoi. Il y avait déjà quelque chose de latent, voilà. Okay. Alors je pense que ça peut arriver un peu n'importe quand, quoi, ces trucs-là. Déjà, moi je l'ai pas, je pense, là, aujourd'hui. Après, il doit y avoir peut-être des degrés de bipolarité, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, pour moi, je pense que je l'ai pas. Et est-ce que je l'aurai un jour, ça ? J'en sais rien non plus. Pour l'instant, je l'ai pas. Je pense pas l'avoir. Mais sinon, ouais, dans l'avenir, je sais pas. Il peut m'arriver un énorme accident et devenir... avoir ce trouble-là. Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Ça peut arriver à tout le monde, je pense. J'ai pas la pression, non, mais bon, on sait jamais. Je crois qu'à mon âge, si je devais avoir eu ça, je l'aurais déjà eu.
On en a entendu des choses. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire en résumé, Basile, sur cette question des facteurs qui peuvent générer la bipolarité, ces troubles? Ce qu'on peut en dire, c'est on parle de facteurs environnementaux, facteurs génétiques, d'ordre de l'éducation ou en rapport à un traumatisme. Donc, on va pouvoir creuser ça à la suite de l'émission, mais ce qu'on peut déjà en retenir, c'est que les causes sont multifactorielles. Ça c'est sûr. Et il y a aussi la question de l'âge dans la deuxième question qu'on a posée, qui est importante. Et du coup, à savoir, les troubles de la bipolarité apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans. Donc adolescence, début de l'âge adulte. On va revenir sur tout ça, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est la bipolarité dans un instant avec le docteur Grégory Gross. Vous allez nous expliquer tout ça parce que là on a entendu des tas de choses. Moi j'avoue je suis complètement perdu, je sais pas si ce que j'ai entendu c'est vrai, c'est pas vrai et j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus. 10h, 11h, full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui dans l'émission, nous parlons de la bipolarité, est-ce qu'on peut le dire, ou des troubles bipolaires. Comment on le dit déjà pour pas se tromper dans le... C'est la même chose? Dites-moi, docteur. On parle plutôt de troubles bipolaires avec un S. Et je pense qu'on reviendra dessus de pourquoi ce S qui... Oui, justement. Alors, il y a quelques instants avant d'écouter Jason Mraz. D'ailleurs, j'avais dit, Pauline, tu m'expliquerais pourquoi ce choix? Parce que les oiseaux, le printemps, c'est ça, super. Quoi, tu vois. Très bon choix. Elle est fantastique, Pauline. Revenons maintenant dans le vif du sujet. Il y a quelques instants, on écoutait donc ces réactions des gens dans la rue qui nous expliquaient un peu pour eux ce qu'étaient les troubles bipolaires. On a entendu parler de dépression. Je crois d'ailleurs que ça a fait réagir notre invité Dominique. On a aussi entendu dire que globalement c'était le fait de passer d'un état normal à dépressif, voire hystérique ou maniaque. Allez, plus généralement ou plus précisément, c'est quoi les troubles bipolaires, docteur? Alors, les troubles bipolaires, c'est une pathologie, une maladie qui est chronique, qui est fréquente. Qui est une maladie somme toute sévère. Et en fait, la définition, si vous voulez, c'est des personnes qui vont connaître des alternances entre des phases dépressives et des phases d'exaltation de l'humeur, où ils vont avoir une augmentation de l'humeur, une humeur plus euphorique, une augmentation de l'énergie, une augmentation de l'activité. Et ces deux polarités, que ce soit les phases dépressives et les phases d'exaltation, qu'on appelle médicalement hypomaniaque ou maniaque, qui est très différent du mot maniaque qu'on utilise dans le vocabulaire courant, sont des états pathologiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que les personnes ne le font pas exprès, le subissent, et c'est vraiment l'expression de la maladie sur un mode comportemental. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette maladie, elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur le quotidien des personnes qui en souffrent, sur leur quotidien à eux, dans leur vie, que ce soit familiale, professionnelle ou autre, mais également sur les personnes qui les accompagnent, qui les entourent, sur les aidants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est globalement, comme je vous disais, c'est une maladie fréquente. On estime effectivement le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie entre, on va dire, 1 et 2,5, 3% de la population au niveau mondial. Donc en France, si on prend la fourchette de 2,5, ça fait plus d'1,5 million personnes qui souffriraient de cette maladie. C'est une maladie qui apparaît effectivement, comme on le disait, entre 15 et 25 ans, en lien avec des éléments hormonaux au niveau de l'adolescence, qui peuvent être des facteurs déclencheurs de la maladie. Mais effectivement, la majorité des troubles de la maladie débutent dans cette tranche-là, mais la maladie, elle peut apparaître à n'importe quel âge. Donc cette dame qu'on entendait dire, maintenant j'ai 60 et quelques années, je suis plus concerné par cette problématique-là, c'est faux? C'est faux. La probabilité est moindre, mais on peut pas l'exclure à 100%. D'accord. Il existe des formes, ce qu'on appelle tardives de la maladie, où des personnes vont rentrer dans la maladie après 45 ans, voire même après 65 ans. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cette maladie? Parce que on a bien compris, là vous posez le mot maladie, donc ça veut dire qu'effectivement ça se diagnostique. Tout à fait. Comment on le diagnostique? À quel moment on se dit tiens, peut-être qu'il faudrait que je creuse cette piste-là? C'est une question qui est extrêmement, en tout cas le contexte en fait cette problématique du diagnostic est une problématique importante. Pourquoi? Parce que actuellement le diagnostic de cette maladie, c'est ce qu'on appelle un diagnostic clinique qui se fait au travers d'un entretien avec un médecin
avec un psychiatre, ça peut être un médecin généraliste. On peut s'aider certains questionnaires. C'est-à-dire, on va s'aider finalement du parcours de vie, des symptômes que les patients vont nous rapporter. Mais il n'existe pas de test diagnostique qui nous permettent de poser avec certitude le diagnostic. Et ça pose problème parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a un retard de diagnostic qui est d'environ 10 ans. C'est-à-dire qu'entre le premier épisode, l'apparition des premiers symptômes de la maladie et finalement le moment où on pose le diagnostic, ce délai en moyenne il est de 10 ans. Et ça c'est énorme et ça pose problème. Pourquoi ? Parce que plus ce délai est long, moins bon est le pronostic de la maladie. Donc ça a vraiment des conséquences en termes d'évolution, de sévérité de la maladie. Donc on a beaucoup d'efforts, il y a un réel enjeu de santé publique à ce niveau-là pour essayer de réduire au maximum ce délai. Donc ça veut dire que globalement, plus on la découvre tard, cette maladie, plus les conséquences sont importantes ? Tout à fait. On peut tourner les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire plus finalement on va poser le diagnostic tôt, meilleur sera le pronostic. Meilleur sera le rétablissement pour le coup. Voilà, c'est ça. Pour le pronostic, quand je parle de pronostic, c'est-à-dire finalement les conséquences de la maladie, les difficultés à le traiter, le nombre d'épisodes, effectivement le retentissement sur le quotidien. On entendait tout à l'heure aussi beaucoup de gens dire que c'était une maladie sans doute génétique. Donc là, en gros, ce que je comprends de ce que vous nous dites, puisqu'on le diagnostique sur des tests psychologiques, c'est bien ça, on peut pas le vérifier en tout cas génétiquement. C'est pas une maladie génétique. Alors, c'est plus compliqué que ça. Si vous voulez, actuellement, les outils pour justement poser le diagnostic, ce sont des outils cliniques au travers de l'entretien. Par contre, comme le disait très bien tout à l'heure Basile. Désolé. C'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux facteurs en fait en cause et il y a effectivement un certain nombre de facteurs génétiques, ce qu'on appelle une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire une certaine prédisposition à la maladie qui représente à peu près 60% finalement de la part de la maladie. Et le reste, notamment les facteurs qui vont être des facteurs déclencheurs qui vont faire que la maladie va s'exprimer, ce sont ce qu'on appelle des facteurs environnementaux. Et ces facteurs environnementaux, c'est quoi ? Ce sont des éléments de vie, du quotidien, stressants, qui génèrent un stress soit psychologique, soit biologique éventuellement, et qui vont faire que la maladie va se déclencher. Alors je vais vous poser une question peut-être stupide, mais puisque vous dites il faut qu'on la diagnostique rapidement, cette maladie, pourquoi est-ce que quand on a un doute, on fait pas un test génétique, si c'est effectivement avec une prédisposition génétique ? Parce que actuellement, il n'existe pas si vous voulez, c'est pas une maladie génétique en soi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'anomalie au niveau d'un chromosome ou un gène très anormal qu'on pourrait aller rechercher et qui serait un marqueur de la maladie. C'est pas du tout ça. On a certains variants, c'est-à-dire on a certains éléments génétiques qui sont des éléments qui sont normaux, qui ne sont pas pathologiques, mais qui statistiquement sont plus présents chez les patients qui souffrent de troubles bipolaires. D'accord, donc ça fait plutôt confirmer le diagnostic, le facteur génétique ? Alors, le facteur génétique, si vous voulez, on peut pas du tout le doser. C'est impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop complexe. On n'en saisit pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc, il n'y a pas de test génétique pour poser le diagnostic. Mais par contre, cette fragilité, cette vulnérabilité génétique, on peut l'observer sur ce qu'on appelle les antécédents familiaux. C'est-à-dire que le fait de présenter dans votre famille, et notamment au premier degré, c'est-à-dire chez les enfants ou chez les parents, un antécédent de troubles bipolaires, c'est justement un marqueur de cette vulnérabilité. Par exemple, on vous disait juste avant, la fréquence de la maladie, c'est entre 1 et 2,5%. Quand vous avez un de vos parents qui souffre d'un trouble bipolaire, la probabilité de souffrir de la maladie, la fréquence, elle augmente à 10%. Ah oui, effectivement. Voilà. Et quand vous avez les deux parents, ça monte à 30%. D'accord. Et c'est le seul moyen actuellement pour pouvoir évaluer cette vulnérabilité génétique. Donc pour nous, c'est important de questionner là-dessus, c'est-à-dire sur les antécédents familiaux. Le cadre familial est important aussi, j'imagine, même dans le diagnostic, c'est-à-dire que si soi-même, j'imagine, on a des enfants, on n'est pas nous-mêmes avec des troubles bipolaires, c'est important, en revanche, d'être à l'écoute de nos enfants et de nos jeunes pour aider le diagnostic. Alors, il faut pas être alarmé. Bien sûr. C'est pas parce que vous souffrez d'un trouble bipolaire que vos enfants souffriront de manière certaine d'un trouble bipolaire, mais néanmoins, on sait que le risque est plus important. Voilà. Donc après, c'est simplement, j'ai envie de dire, une vigilance et une plus grande attention par rapport à justement la survenue d'épisodes de dépression ou justement d'épisodes d'exaltation, où là, effectivement, il faut être amené à consulter. Alors, on parle de maladie, ça veut dire aussi qu'il y a moyen d'en guérir ? Alors, on peut pas parler de guérison. On guérit pas d'un trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle va rester présente tout au long de la vie. Par contre, avec des prises en charge adaptées, spécifiques à cette maladie, on a le moyen de contrôler
cette maladie pour que finalement les symptômes soient le moins présents possible. Et là, les traitements sont multiples. Hein. On associe en fait plusieurs stratégies. On a tout d'abord des médicaments qui sont très efficaces, qui permettent lors des épisodes aigus, que ce soit de dépression ou les phases d'exaltation, de réduire cette symptomatologie, c'est-à-dire de traiter l'épisode aigu. Et puis, une fois que la personne est dans ces phases de stabilité, c'est-à-dire n'est pas ni dans les phases de dépression ni dans les phases d'exaltation, de limiter le risque de rechute, d'éviter la survenue d'un nouvel épisode. Donc le traitement médicamenteux, il a cette double objectif. J'imagine qu'il y a un suivi médical tout au long de la vie, du coup, d'une personne qui souffre de ces troubles bipolaires pour l'accompagner, faire en sorte que les rechutes soient... En tout cas, pour adapter, effectivement, il y a besoin d'un suivi médical pour adapter le traitement, évaluer l'efficacité, évaluer sa tolérance aussi, hein, et éventuellement, en fonction de l'évolution de la maladie, pouvoir faire les adaptations qui sont nécessaires. Et puis, par rapport aux autres aspects thérapeutiques, il y a également la prise en charge psychothérapeutique, qui est extrêmement importante, la prise en charge comportementale, qui a pour but finalement d'essayer d'accompagner le patient sur un certain nombre de symptômes qui peuvent être gênants, parce qu'en fait, si vous voulez, l'une des difficultés dans le trouble bipolaire, je vous ai dit, il y a ces deux polarités, hein, ces phases dépressives, ces phases d'exaltation, mais pour un certain nombre de patients, même quand ils sont en phase de stabilité de la maladie, ils présentent néanmoins un certain nombre de symptômes qui peuvent être gênants dans le quotidien, des troubles du sommeil, de l'anxiété, voilà. Et donc la prise en charge psychothérapeutique, elle a pour base de pouvoir les aider justement par rapport à ces symptômes qu'on appelle résiduels. Elle a également pour but de pouvoir les accompagner et les aider par rapport à l'acceptation de la maladie et la mise en place d'un certain nombre de stratégies, notamment des règles d'hygiène de vie qui sont extrêmement importantes en fait pour ces patients-là, puisqu'il y a une relation très étroite entre le trouble bipolaire et le sommeil. Et le sommeil peut être un facteur, donc les patients quand ils souffrent d'un épisode aigu, ils peuvent avoir des troubles du sommeil, mais en même temps, quand ils sont en phase de stabilité, le fait de venir perturber leur sommeil, ça peut être des facteurs qui peuvent venir déstabiliser le trouble bipolaire. D'où l'importance, en fait, d'avoir une certaine hygiène concernant le sommeil pour limiter au maximum le risque de déstabilisation. Ouais, le sommeil, très important. Le sommeil, plus d'autres éléments autour notamment du risque de consommation toxique. Hein. On sait que l'usage de substances est plus importante, la fréquence d'usage de substances, que ce soit de l'alcool ou d'autres types de substances, est plus importante dans cette population-là. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi, le risque suicidaire. Qui est un risque de complication en fait dans les troubles bipolaires qui est très important. On estime qu'il y a à peu près 20% des patients qui souffrent de troubles bipolaires qui ne sont pas traités, qui passent en fait à l'acte, qui commettent un passage à l'acte suicidaire. Et donc il y a un réel enjeu en termes d'accompagnement et de détection par rapport au mal-être et à la survenue d'une éventuelle crise suicidaire. L'accompagnement, justement, à quel moment on se dit tiens, c'est peut-être le moment quand même de l'encourager à aller voir un spécialiste, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir la famille, j'imagine, un rôle. La famille, les amis ont un rôle extrêmement important, mais à quel moment on se dit tiens, c'est peut-être le moment de réagir là. Peut-être pour donner justement plus de billes aux auditeurs, quelle est la temporalité entre cette phase dépressive, très bonne question. Phase de stabilité et phase maniaque? Alors, en fait, ça, j'ai envie de dire, rappelez-vous, au début de l'émission, je vous ai dit, le S à trouble bipolaire est extrêmement important. C'est pas une maladie unique, en fait. Et moi, j'aime dire qu'il y a presque autant de formes de la maladie que de patients qui souffrent, en fait, du trouble bipolaire. Parce que moi, dans mon expérience clinique, j'ai jamais rencontré deux patients qui présentaient exactement les mêmes symptômes et justement, c'est cette même temporalité par rapport aux épisodes dépressifs ou maniaques. Est-ce que la temporalité peut être très courte? Il y en a qui parlaient d'une humeur qui peut changer d'une minute à l'autre. Rapide, on entendait avant le repas, après le repas, ça peut? Alors, pas dans le trouble bipolaire, je dirais un peu classique. Si vous voulez, par rapport au trouble bipolaire classique, si vous me permettez ce terme, globalement, les épisodes dépressifs doivent durer environ une quinzaine de jours. Et les épisodes
d'exaltation, maniaque ou hypomaniaque, donc en fonction de l'intensité, soit 4 jours ou 7 jours. Par contre, il y a une sous-forme en fait de la maladie qu'on appelle la cyclothymie, où là effectivement, les patients peuvent présenter, les personnes qui souffrent de cyclothymie peuvent présenter des variations qui sont très brutales de l'humeur, et là effectivement, qui peuvent changer d'humeur, c'est-à-dire passer d'une période où ils sont très tristes, très ralentis, ils ont du mal à ressentir du plaisir, à faire des activités du quotidien, à un épisode où ils ressentent un regain d'énergie, les idées fusent, ils sont beaucoup plus actifs. Ça, effectivement, ça peut survenir d'un jour à l'autre, voire même au cours d'une journée. Ok, passionnant. Docteur, moi je propose que dans un instant, on écoute justement Dominique aussi et Alexis qui souffrent de ces troubles et qui nous racontent un peu leur expérience. C'est intéressant, je trouve, puisque vous l'avez dit vous-même à l'instant, hein, il y a pas un trouble, il y en a plusieurs, et presque chaque patient a sa forme de maladie quelque part. Donc, si vous le voulez bien, dans un instant, vous allez nous raconter tout ça, Dominique, Alexis. Vous êtes d'accord ? Oui. Alexis ? Oui. C'est super. Vous restez avec nous sur RCN. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crepsy et Bipolaire si tu savais. On est dans une émission passionnante ce matin où nous parlons des troubles bipolaires. Moi c'est aussi l'occasion de découvrir ou de rappeler pour ceux qui le savent qu'on parle bien d'une maladie. Voilà, tout simplement. On était il y a quelques instants avec le docteur Grégory Gross. Vous êtes donc expert du centre expert, c'est ça, des troubles bipolaires au centre psychothérapique de Nancy. Tout à fait. On a abordé ensemble ce qu'étaient finalement les troubles bipolaires, parce qu'on a bien compris qu'il y avait chaque malade finalement porte son trouble, un peu comme dans le diabète. Chaque malade a son diabète. Et là, je souhaite qu'on s'adresse un petit peu maintenant à Dominique et à Alexis. Alors, je sais pas lequel des deux voudra témoigner en premier. On va peut-être proposer à Dominique de commencer. Oui, c'est bien. Dominique, alors je crois savoir que donc, alors vous souffrez de troubles bipolaires, ça je le sais, mais je crois savoir que vous l'avez découvert assez tard. Tout à fait, oui. En fait, moi, dès l'enfance, j'ai déjà remarqué un comportement exalté. Je disais que cette colère, des difficultés d'apprentissage, mais bon, malgré tout ça, j'ai eu une enfance heureuse avec mes parents. Après, pendant l'adolescence, je vivais des variations d'humeur, donc je ne comprenais pas l'origine et je ne savais pas à qui en parler. Mes études ont été très difficiles, mais j'ai quand même réussi à obtenir un emploi. Je me suis mariée, j'ai eu la naissance de mon premier fils. Ce fut une très belle période qui s'est malheureusement suivie d'un drame. Nous avons perdu notre deuxième enfant à la naissance. Les relations avec mon mari se sont dégradées. Nous avons eu tout de même un troisième enfant avec lequel je n'ai pas réussi à tisser le lien fort avec le premier. Je me suis renfermée sur moi-même, ma relation avec mon mari a explosé. Ne supportant plus l'enchaînement de toutes ces tragédies, j'ai fait une tentative de suicide. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai quitté le domicile familial et entamé une procédure de divorce. J'ai également commencé un suivi en centre médico-psychologique. À 37 ans, le diagnostic de bipolarité a été posé. Le bon traitement a été difficile à trouver. J'ai également dû apprendre à gérer ma vie avec les variations d'humeur que supporte la bipolarité. J'ai travaillé 30 ans et ça m'a parfois sauvée, mais aussi parfois mise en difficulté avec le stress, la fatigue qu'implique la profession. Il est important de ne jamais se décourager, il faut toujours essayer d'accepter sa maladie, c'est la vie et c'est comme ça. 2 constats, le traitement pris régulièrement et la psychoéducation ont été mes alliés. J'ai fait comme j'ai pu, maintenant je fais de mon mieux. Pour cela, l'entraide est primordiale. Cela me rend riche d'aider des personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Venir au groupe d'entraide mutuelle me donne un but le matin. Je participe à des activités pour m'aérer l'esprit, comme la marche ou le dessin. Et cela me fait du bien au moral. Comment vous avez vécu ce diagnostic, le moment où on vous dit voilà, ce que vous souffrez de troubles bipolaires. Comment vous l'avez ressenti? Vous l'avez donc su vraiment très tard, oui, et après avoir vécu déjà énormément d'épreuves. Ça a été quoi, un soulagement? Oui, tout à fait, un soulagement. J'ai enfin pu mettre un mot sur ce qui me faisait mal. Et vous me disiez hors antenne qu'une des premières choses qu'on vous ait fait écouter, c'était la chanson « Je suis malade » de Serge Lama. Tout à fait, oui. Il fallait bien comprendre que j'étais malade.
Et qui dit maladie, dit traitement, dit se soigner, si on veut avancer. Docteur, on peut dire que le mot maladie, effectivement, une fois posé, ça donne de l'espoir? Ça donne de l'espoir parce que derrière, en fait, il y a des solutions qu'on peut proposer aux patients. Déjà, donc il y a, comme vous disiez très bien, une meilleure compréhension finalement, en tout cas, ou simplement une compréhension de ce qu'on vit. Pendant des années où on sent bien qu'il se passe quelque chose, ça génère une souffrance, ça génère un mal-être, des difficultés dans le quotidien, et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment s'en sortir. Le fait effectivement de pouvoir poser un diagnostic et donc derrière d'être accompagné, de ne plus être seul avec ça, et de pouvoir proposer un certain nombre d'aides, effectivement, ça permet justement de contribuer à un mieux-être. Et le fait justement, donc comme on disait, de pouvoir accompagner sur la prise en charge médicamenteuse pour mieux réguler les variations de l'humeur, la prise en charge psychothérapique pour mieux apprendre à gérer justement les émotions, les facteurs de stress du quotidien qui sont des facteurs de déstabilisation, eh bien ça permet d'améliorer du coup le pronostic et le vécu par rapport à la maladie. Et puis il y a ces aspects qui étaient abordés qui sont à mon sens extrêmement importants, qu'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est finalement l'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est finalement devenir expert de sa propre maladie. C'est apprendre à connaître sa maladie, quels sont les signes, pourquoi est-ce que finalement le traitement est important, en quoi il peut nous aider, parce que ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que dans les facteurs de rechute du trouble bipolaire, le premier risque de rechute, c'est l'arrêt inopiné du traitement. Donc la prise du traitement est extrêmement importante. Et si vous prendre un traitement tous les jours sans comprendre pourquoi, en quoi il est important, eh bien, forcément, au bout d'un moment, vous avez envie d'arrêter, ou bien il y a des oublis, etc. Donc c'est important de comprendre en quoi il est important. Et également d'essayer de mieux comprendre la maladie, d'essayer de saisir quels sont les facteurs qui pourraient venir déstabiliser la maladie. C'est quand avant on parlait du stress, des émotions, des facteurs, des épisodes de vie difficiles, du sommeil, tous les éléments finalement du quotidien qui peuvent avoir un impact sur la maladie. Essayer finalement de trouver des solutions pour justement que cet impact soit le moins important possible et que ça vienne limiter le risque de déstabilisation. Dominique, si j'ai bien compris aujourd'hui, vous accompagnez aussi d'autres personnes, vous êtes dans des groupes, vous en parlez entre vous. Ah oui, tout à fait. Vous êtes quelque part devenu patient expert, pardon, je me permets, mais du coup, c'est hyper important, si j'ai bien compris pour vous, d'être là aussi pour accompagner d'autres. Tout à fait, oui. J'ai tellement galéré pendant des années que maintenant je veux aider au maximum pour que les gens souffrent moins. Donc, pour moi, c'est important. Bon, alors Alexis, vous de votre côté, vous êtes jeune. Oui, plutôt. Quel âge? 24 ans, c'est ça? Oui, 24 ans, c'est ça. 24 ans. Et alors vous, ces troubles bipolaires, c'est beaucoup plus tôt que vous les avez détectés. D'abord, effectivement, vous êtes un petit peu plus jeune que Dominique, pas grand-chose, mais un tout petit peu. et donc vous, c'est déjà diagnostiqué, le diagnostic est déjà posé. Racontez-nous comment ça s'est passé, expliquez-nous tout ça. En fait, moi j'ai été extrêmement actif dans mon diagnostic. En fait, j'étais au hasard en tombant sur une vidéo sur YouTube et je voyais des médecins psychiatres parler de la maladie. Et quand j'ai eu mon premier épisode hypomaniaque assez sévère et que je l'ai remarqué, je me suis dit c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et du coup j'avais déjà entamé des démarches pour aller voir un médecin et finalement, un jour, aux urgences, on m'a dit, là, vous pouvez plus, vous avez besoin d'un traitement, on vous donne ça. J'ai eu de la chance qu'il a marché de suite. Il n'était pas complet, il manquait encore un tout petit peu, mais le temps de s'adapter, de prendre le bon dosage, le temps de vraiment s'adapter au traitement et de prendre une bonne hygiène de vie, ça a pris quand même quelques mois, plutôt une bonne demi-année. Et finalement, je suis arrivé à poser le diagnostic, à l'avoir posé tout seul, mais à l'entendre de la part de mon médecin des années plus tard. Et justement, ça a été quoi l'effet sur vous, donc de l'entendre cette fois-ci d'un professionnel? Oui, vous souffrez bien de troubles bipolaires. Oui, effectivement, vous êtes malade. Déjà, on se dit, on n'est pas fou, quoi. On se dit, on a vraiment une maladie, on a vraiment quelque chose. Et c'est vraiment un grand soulagement. Au début, c'est une inquiétude. On se dit, oh là là, je suis malade, combien de temps ça va durer? Quand on connaît pas la maladie, on se dit, ça peut durer des années, comme ça peut durer quelques mois. On sait pas, on est perdu. Et puis, quand on pose le diagnostic et qu'on commence à se renseigner, c'est un soulagement total qui vraiment est salvateur. Puis alors, on remarque une chose quand même hyper importante, docteur, c'est que finalement, une fois que c'est suivi, traité, qu'on apprend à se connaître,
on vit normalement. Je regarde Dominique, j'écoute Alexis. C'est comme beaucoup d'autres maladies chroniques. Une fois qu'elles sont suivies, accompagnées, comprises, maîtrisées, on peut vraiment vivre normalement. Tout à fait, c'est tout à fait une possibilité. Dominique fait une moue quand même. Dominique, vous n'êtes pas complètement d'accord là-dessus? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur. Ah, vous nous direz après pourquoi. On va peut-être laisser finir le docteur et puis après vous reprendrez la parole, Dominique. Si vous voulez, nous, l'objectif qu'on va se fixer quand on sera face à un patient qui présente la maladie, ce sera d'avoir ce qu'on appelle un rétablissement complet. C'est-à-dire que finalement, la prise en charge permet à ce que la maladie impacte le moins possible finalement le quotidien et que du coup, les personnes puissent avoir une vie familiale, professionnelle qui est la plus stable. Après, encore une fois, comme je vous disais, il y a autant de formes de la maladie que de personnes qui souffrent de la maladie et on sait que, alors même que les gens, les patients peuvent être plutôt bien stabilisés, eh bien, des fois, il peut persister quelques symptômes qu'on appelle résiduels et qui peuvent quand même un petit peu gêner le quotidien. Et ça, c'est important de pouvoir en discuter avec les personnes qui vous accompagnent pour que justement on puisse vous aider et que ça vous impacte le moins possible. Puis il y a les facteurs autour, j'imagine, de ce qui nous entoure, qui peuvent faire qu'il y ait des moments plus difficiles. Dominique, peut-être c'est ce que vous vouliez dire aussi. On le voit sur tout type de maladie, et vous le savez, je l'ai déjà exposé ici. Moi, je suis diabétique, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours non plus. Vous, Dominique, vous faisiez la moue, j'ai envie de savoir un petit peu si c'est la même chose que vous ressentez. Alors déjà, le traitement que j'ai, je trouve qu'il est, comment on pourrait dire, costaud, qui engendre des effets secondaires qui sont pas faciles à gérer. Et que aussi la maladie entraîne aussi je prends un exemple tout bête, je conduis ma voiture, il y a des fois ça se passe très très bien, puis il y a des moments où je suis pas assez vigilante, j'ai peur de moi-même, donc j'arrête, je conduis pas. Voilà, un exemple tout simple. Oui, mais globalement, est-ce qu'on peut quand même dire que le fait d'être suivi aujourd'hui, de connaître votre maladie, fait que, allez, on va dire, dans 90% des cas, vous arrivez à vivre relativement normalement? Oui, ça va beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Ce qu'on peut retenir des deux témoignages, peut-être, c'est le côté positif, c'est quand même que Dominique, vous l'avez dit, vous avez travaillé quand même pendant des années. Eh oui. Et Alexis, justement, je voulais y venir, Alexis. Je crois que vous êtes en train de devenir ingénieur, donc une vie, un cursus tout à fait normal, Alexis. Oui, on peut dire normal, mais c'est vraiment, pour moi, c'était une épreuve, c'était monter une montagne, gravir le mont Olympe. Mais c'est parce que vraiment, comme j'ai découvert ma maladie très tôt dans mon cursus scolaire, dans les études, ça a été très difficile déjà d'apprendre au milieu des classes prépa et ensuite de surmonter tout ça pour réussir à parvenir aux études. Donc là où j'en suis, c'est quand même, ça reste quand même un exploit, mais c'est vrai qu'on arrive mine de rien parce qu'on est des battants pour réussir à arriver là où on en est aujourd'hui. C'est un exploit, comme dit Alexis, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça montre bien l'importance de sensibiliser et d'informer dès le plus jeune âge. Parce que Alexis, il dit, s'il a été diagnostiqué tôt, c'est par le fait qu'il a été informé tôt et qu'il a vu des vidéos YouTube. Donc d'informer par le biais de l'infirmière scolaire notamment, c'est vraiment important. Vous voulez que je vous dise, Alexis, le seul trouble que je vous trouve encore à l'heure qu'il est, c'est que vous êtes en Belgique. Je sais pas ce que vous y faites. Nous sommes toujours avec le docteur Grégory Gross, avec Dominique et puis également avec Alexis qui est en Belgique, je le disais il y a quelques instants. Alexis, en préparant l'émission, vous parliez d'un parcours de vie. Racontez-nous un peu ce que ça signifie pour vous, cette notion de parcours de vie. Pour moi, ce parcours de vie, en fait, c'est comment on apprend à grandir, comment on apprend à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur au travers de la maladie. Parce que moi, je me vois avant, j'étais pas du tout empathique, j'avais beaucoup de soucis à comprendre le fait que les gens pouvaient avoir des maladies, des handicaps. Et aujourd'hui, je me retrouve à comprendre qu'est-ce que c'est que ces difficultés dans la vie, à comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes chances, qu'on peut avoir des épreuves qui sont plus ou moins compliquées. Et moi, c'est ce message un peu de compréhension, d'amour de l'autre que j'ai repassé, mais aussi un message d'espoir. Parce que c'est pas parce qu'on est malade à vie, parce qu'on va prendre un traitement à vie, parce que on n'est pas forcément quelqu'un de normal, que forcément notre vie va mal se passer. On peut très bien accéder au bonheur, et c'est même ma quête principale aujourd'hui, c'est que j'ai envie que tout le monde partage en fait. Parce que vous vous considérez comme quelqu'un de pas normal, Alexis ? Non, pas vraiment, non. Pourquoi ? Disons que mon profil psychologique est un petit peu atypique.
Et en plus de ça, le fait que j'ai une maladie de l'humeur qui fait que du coup j'ai toujours des restes de cette maladie, comme le disait le docteur Gross, du coup j'ai toujours un petit peu ces symptômes qui subsistent à travers le filet que sont les médicaments. Mine de rien, ça fait que je suis pas quelqu'un qui va se comporter un peu comme les autres. J'ai toujours avoir quelques petits excès, quelques petites anormalités, quelques petites en substance des troubles mineurs qui vont rester, qui vont flotter en surface et qui, mine de rien, sont supportables, mais notables. Et vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui, sans souffrir de troubles bipolaires, vivent les mêmes choses que vous ? Si, visiblement, je me renseigne beaucoup moi sur la santé mentale et c'est bien pour ça qu'on est là en train de faire cette émission aujourd'hui. Mais justement, il y a beaucoup de troubles différents, il y a beaucoup de formes de maladies différentes et puis il y a des gens qui ne vivent pas de vie normale parce qu'elles ont des maladies, que ce soit quelqu'un qui peut être greffé du rein qui du coup va avoir une maladie très compliquée comme le diabète, comme le trouble bipolaire. Il y a tout un tas de maladies qui font qu'on n'a pas des vies comme les autres, on n'a pas des vies normales et qui font que du coup il faut réussir à s'adapter et à vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et vous croyez qu'il faut absolument avoir une maladie pour pas être normal ? Est-ce que vous pensez pas qu'au contraire, peut-être quelque part, on n'est pas plus que normal parce qu'on est capable en plus de gérer ça tout en ayant une vie normale ? Moi, j'ai souvent tendance à croire que parce qu'on est malade, on est un petit peu des surhommes, un peu comme disait Nietzsche, le célèbre philosophe. C'est-à-dire qu'on est capable de surmonter les épreuves et d'aller au-delà un peu comme des athlètes en quelque sorte, mais des athlètes de la vie. Je suis sûr d'une chose, Alexis, c'est qu'accéder au bonheur, vous y arriverez très facilement. Eh bien, merci beaucoup. J'en suis convaincu. D'abord parce que vous êtes un surhomme. Je pense qu'effectivement, quand on vit des troubles, quand on vit des maladies chroniques, on a un petit côté un peu, moi je le dis parce que c'est pas parce que je le vis moi-même, mais c'est pas une façon de nous jeter des fleurs, mais je pense qu'effectivement, on est normaux, mais qu'on a un petit truc en plus. Dominique et Dr Gross aussi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cette notion de parcours d'éducation thérapeutique. On l'a bien compris, le but du jeu, c'est d'apprendre à bien se connaître. Quelque part, Alexis se connaît déjà d'ailleurs très très bien, je trouve, à 24 ans, puisque de ce que j'entends, il se renseigne énormément, il réfléchit beaucoup sur ce qu'il est, sur ce qu'il a de différent, sur ce qu'il a de mieux, sur ce qu'il vit peut-être moins bien. L'éducation thérapeutique, c'est aussi ça, c'est apprendre à mieux se connaître en général. Oui, bien sûr. Il y a une grande notion qu'on appelle l'acceptation de la maladie. C'est différent d'être résigné. C'est vraiment d'apprendre à faire avec la maladie. C'est OK. Je souffre d'une maladie, mais comment je peux continuer à avancer du mieux possible avec ? Et c'est ça tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique. Et voilà, et ça passe effectivement par une meilleure connaissance de soi-même, puisque ça nécessite de devenir expert en fait de sa propre maladie, de pouvoir observer quelles sont les difficultés du quotidien, comme on a déjà évoqué, le stress, le sommeil, etc., qui peuvent avoir un impact négatif sur la maladie, et comment je peux justement essayer de faire différemment pour limiter l'impact que ça peut avoir. Et puis ce qui est également important dans l'éducation thérapeutique, c'est finalement de vraiment devenir acteur de sa maladie. Et en connaissant mieux sa maladie, eh bien on travaille à accompagner les patients à pouvoir détecter ce qu'on appelle les signes précoces de la maladie. C'est-à-dire qu'avant des épisodes aigus, très régulièrement, en fait, les patients commencent à avoir quelques symptômes qui vont apparaître un petit peu en amont de l'épisode aigu. Et le fait d'en avoir conscience, de pouvoir les détecter et de savoir comment les gérer, c'est extrêmement important. Il y a un réel enjeu, ça permet de diminuer, voire idéalement d'éviter la survenue d'un épisode aigu. Mais pour ça, effectivement, ça passe par une meilleure connaissance de cette maladie. On arrive déjà presque au terme de cette émission. J'ai envie de dire, peut-être avant de passer à l'actualité, Marie-Paul, vous vouliez dire ? Je voulais poser une question. Rapidement, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Faut-il en parler à son entourage ? À qui doit-on l'annoncer ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, il faudra faire très vite pour répondre, mais ce serait bien qu'on y réponde, je trouve. Moi, j'en parle à tout le monde. Moi, ça fait partie de ma vie. C'est un peu comme la couleur de mes cheveux. Ou, je veux dire, c'est moi. Donc, j'en parle à tout le monde. Alexis ? J'en parle aussi à tout le monde, parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit être connu et quelque chose qui doit apporter de l'empathie et de la connaissance. Très bien. Très très bien. Oui, docteur, vous voulez dire un dernier mot là-dessus ? Moi, j'invite effectivement les patients aussi, s'ils le souhaitent, à pouvoir en parler pour sortir de cette solitude, pour pouvoir également discuter avec leurs proches, leurs amis, etc., qui peuvent également être des aides éventuellement. Oui, sans avoir peur de réactions négatives. Tout à fait, bien sûr.
On va retenir 2-3 petites choses si vous voulez bien avant de passer à l'actualité. La première chose, diagnostic le plus rapidement possible. Deuxièmement, le traitement, l'apprentissage de sa maladie, l'acceptation et en parler aux autres. C'est ce qu'on pourrait dire sur les troubles bipolaires, le meilleur moyen de s'en sortir correctement dans la vie. Oui. Très bien. Oui, je confirme. Bon, Alexis, vous confirmez aussi ? Oui, je confirme, tout à fait. Avec plaisir, on va passer tout de suite à l'actualité. Full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le Crépsy et Bipolaire si tu savais. Qui est-ce qui s'occupe de l'actualité du mois ? C'est vous, Marie-Paul. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je voudrais dire que pour continuer sur les informations sur les troubles bipolaires, on trouvera une bibliographie assez importante sur le site de l'association Bipolaire si tu savais. Donc vous allez sur le site bipolaire-si-tu-savais.com et là vous avez une rubrique bibliographie où vous pourrez creuser la question. Sinon, l'actualité immédiate, c'est le 30 mars, qui est traditionnellement chaque année la journée mondiale des troubles bipolaires. Et cette année, il y aura donc un webinaire sur le site Journée mondiale des troubles bipolaires, journéemondiale-troublesbipolaires.fr, sur lequel on peut aller dès aujourd'hui s'inscrire pour pouvoir, le 30 mars, suivre ce webinaire qui est consacré cette fois-ci au rétablissement. Le rétablissement qui n'est pas à confondre avec la guérison, mais qui donc permet de vivre une vie équilibrée au maximum. Tout à fait. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Dr Gross d'avoir participé, de nous avoir éclairé sur les troubles bipolaires. Merci à Dominique et à Alexis pour vos témoignages. Toujours très fort les témoignages. Merci mille fois à vous deux. Merci Alexis. Merci Alexis. Merci beaucoup. Vous restez combien de temps en Belgique encore ? Encore 5 mois. Bon courage. Et venez nous voir quand vous en revenez. On vous embrasse aussi Dominique. Merci aussi à Marie-Paul, merci à Basile et merci à Pauline de m'accompagner chaque mois dans cette aventure Full Santé Mentale. On se donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir à tous et au mois prochain. On parlera de quoi le mois prochain juste ? Vieillissement et santé mentale. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org